Aujourd'hui, nous allons visiter Saint-Malo, une ville importante à l'époque de François Ier. Alors ici, non, on n'est pas encore à Saint-Malo, mais près de la gare Montparnasse, d'où partent les TGV pour Saint-Malo. Initialement au sein du duché de Bretagne, au début du règne de François Ier, Saint-Malo a été annexé à la France en 1532, comme le reste de la Bretagne. Cependant, les Malouins ont toujours fait les malins et ont toujours fait preuve d'un fort esprit d'indépendance, d'où le dicton « Ni français ni breton, Malouins suis ». François Ier va tolérer cette arrogance locale tant qu'elle sert les intérêts du royaume pour l'exploration, la guerre maritime et le commerce. Saint-Malo à cette époque est une ville portuaire florissante. Comme toute ville riche, c'est une proie convoitée et elle se dote de remparts massifs. Son blason, ici vu à la porte Saint-Vincent sur la gauche, représente bien cet aspect défensif avec une herse surmontée d'une hermine. Le château qui abrite actuellement l'hôtel de ville est construit progressivement par les ducs de Bretagne successifs à partir de 1424. Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne et reine de France, fait construire de 1498 à 1501 la tour Quicangrogne, ainsi nommée parce qu'elle aurait été édifiée contre la volonté des religieux et des bourgeois malouins. Il y avait d'ailleurs sur la tour une inscription qui a été effacée à la Révolution « Quicangrogne, ainsi sera, c'est mon plaisir ». Par extension, Quicangrogne est devenu ensuite le cri de guerre des marins corsaires qu'ils viennent de Saint-Malo ou d'autres villes corsaires comme Dieppe un peu plus au nord par exemple. Actuellement, à Saint-Malo, un hôtel a repris cette expression pour son nom. Toujours en ce qui concerne les structures défensives, un peu au sud de la ville, dans le quartier Saint-Servant, se trouve la tour Solidor, qui est un donjon fortifié impressionnant de 33 mètres de haut. Cette tour a été construite en 1382 sous les ordres du duc Jean IV de Bretagne. Elle permettait de surveiller la navigation de l'estuaire de la Rance et de pouvoir collecter des taxes. Dans la ville, la cour Lahousseille, avec sa tourelle, constitue le vestige le plus ancien et date de la fin du XVe siècle, c'est-à-dire de l'époque d'Anne de Bretagne. La ville est dotée d'une cathédrale, la cathédrale Saint-Vincent, qui a été reconstruite de multiples fois. On peut voir les vestiges d'un ancien cloître roman qui se trouvait à côté d'une première version de la cathédrale. La tour, commencée au XIIe siècle, fut surélevée en 1422, mais la flèche n'existait pas du temps de François Ier, puisqu'une première version de cette flèche, que l'on voit sur cette photo, a été bâtie en 1860 seulement. La cathédrale a subi de lourds dégâts lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale et donc la flèche actuelle est une reconstruction moderne, plus sobre en décoration, mais pas moins haute pour autant. Le personnage le plus important de Saint-Malo à l'époque de François Ier est bien entendu Jacques Cartier. Il est né dans la ville en 1491, c'est un marin expérimenté, actif dans la pêche à Terre-Neuve. Terre-Neuve n'est pas très éloignée du Canada, qu'il va découvrir par la suite. À l'époque de François Ier, la France veut atteindre les Indes et la Chine par l'ouest, sans passer par les routes dominées par les Espagnols. Une première tentative infructueuse a été entreprise par l'italien Verrazzano dans les années 1520. Après cet échec, François Ier choisit donc Jacques Cartier, recommandé pour son expérience par l'amiral de France Philippe de Chabot. Le roi va financer sa première expédition qui part de Saint-Malo en 1532 avec 2 navires. Jacques Cartier va découvrir l'embouchure du Saint-Laurent et va prendre possession des terres au nom du roi de France. Et il va y planter une croix de 30 pieds de haut et une réplique de cette croix se trouve près de la tour Solidor à Saint-Malo. Un deuxième voyage est organisé en 1535, toujours avec le soutien de François Ier. Jacques Cartier va partir non sans avoir été béni par l'évêque de Saint-Malo au préalable, comme l'atteste une mosaïque réalisée bien plus tard au XIXe siècle dans la cathédrale Saint-Vincent. Il va remonter encore plus haut fleuve Saint-Laurent et il va découvrir une montagne qu'il va appeler le Mont Royal et ce nom va être à l'origine de Montréal. Il va aussi donner le nom à toute la région, le nom de Canada, tiré du mot iroquois qui veut dire village. Kanata. Il y a une troisième expédition qui est organisée par la suite en 1541, mais cette fois-ci Jacques Cartier est un peu écarté du projet puisque ce troisième voyage est dirigé par Jean-François Delarocque de Roberval et il y a une visée très claire à établir une colonie, mais cela va être un échec à la fois parce qu'il y a des conflits avec les autochtones et parce que de l'or ne va pas être trouvé, contrairement aux espoirs qu'avaient suscité les 2 premiers voyages de Jacques Cartier. Jacques Cartier va finir sa vie dans une relative obscurité dans son manoir de Limoilou, dans ce qui est maintenant le quartier de Roténeuf à Saint-Malo, et il y mourra en 1557. On peut voir la tombe du grand navigateur explorateur dans la cathédrale Saint-Vincent. La dépouille de Jacques Cartier a été mise à jour le 11 avril 1949 lors de travaux de réparation de la cathédrale Saint-Vincent nécessaires à la suite des bombardements de la guerre. Par le plus grand des hasards, c'est l'un des descendants de Jacques Cartier, le chanoine Julien Descottes, qui a découvert cette dépouille.